Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc ce moment que on va passer ensemble va être consacré à ce sujet très, très spécial et immense qu'est le rapport entre le livre policier, le polar et la franc-maçonnerie, ou le fait maçonnique. Et c'est vrai que depuis quelques années, on s'aperçoit que ces deux sujets s'interpénètrent, échangent et dialoguent d'une manière assez douce et presque naturelle. Et c'est vrai qu'on a pu voir émerger une sorte de genre, puisque le polar maçonnique devient quasiment un genre, et on va essayer d'aller un petit peu au fond des choses, tous les quatre, je dirais, et tous les trois surtout, avec des intervenants de premier plan, qui vont commencer par se présenter les uns et les autres, et ensuite nous irons plus avant dans leur travail respectif. Alors, j'allais dire, on aurait pu commencer par les régionales de l'étape, mais en fait, il n'y a pas vraiment de régionaux de l'étape, puisque tous les trois, vous avez fréquenté le même établissement scolaire. Donc, on va peut-être commencer par Éric Giacometti. Merci. Donc Éric Giacometti, co-auteur, copapa avec Jacques Ravenne du commissaire Antoine Marcasse, ancien élève du lycée Berthelot. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres grands hommes. Ça me pose un problème en termes d'ego. Non, plus sérieusement, où effectivement, on peut se considérer aussi comme des régionaux de l'étape, puisque pour ma part, j'ai passé 15 ans et belles années de jeunesse à Toulouse. Merci, c'est gentil. Moi, je suis très honoré d'être aux côtés d'Éric Giacometti et Ravenne. Alors, moi, je suis un petit peu plus régional de l'étape parce qu'après avoir passé quelques années au lycée Berthelot, je suis resté à Toulouse et je suis journaliste à la Dépêche du Midi. Et accessoirement aussi, donc, j'écris des romans policiers dont le dernier est effectivement très inspiré de maçonnerie, mais beaucoup plus indirectement que ceux de mes confrères Giacometti et Ravenne. Je passe la parole à Jacques Ravenne. Bien, je vais vraiment finir par croire que le lycée Berthelot est une pépinière d'écrivains. Nous, c'est une affaire de famille. Mon oncle y était déjà au lycée Berthelot, donc ça fait quelque temps. Un petit mot pour dire aussi quand même tout le bonheur qu'on a, nous, Eric et moi, à être là, puisque c'est la première fois qu'on vient à un salon à Toulouse. On a fait toute la France, pratiquement toute l'Europe, mais Toulouse jamais. Comme qu'on n'est pas toujours prophète en son pays, c'est connu. Et donc, dire que s'il y a peut-être des Antoine Marcasse qui ont été publiés par la suite, ça vient du fait, effectivement, que mon co-auteur et moi-même, on soit rencontrés à Berthelot. Et on en parlera aussi peut-être un petit peu tout à l'heure, que Toulouse est quand même très marquée pour l'empreinte maçonnique et l'empreinte ésotérique. Très bien. Merci beaucoup pour cette première présentation. Alors, d'abord les uns et les autres, donc vous avez vraiment votre champ de création, vos publications successives. Peut-être pour vous présenter un peu plus et faire en sorte que tout le monde connaisse tout à fait vos œuvres respectives, je vais passer la parole à nouveau peut-être à Éric Giacometti, qui avec Jacques Ravenne pourrait compléter un peu et revenir sur cette histoire commune de l'un et de l'autre qui nous amène aujourd'hui à cette longue continuité donc d'œuvres de polar. Première question, comment vient-on au polar? Comment vous êtes-vous d'ailleurs rencontrés? Et comment vous fait ce choix de venir vers ce genre littéraire spécial? Et puis nous verrons ensuite sur le glissement vers le fait maçonnique comme objet, en tout cas comme contexte particulier de votre propos littéraire en littérature policière. Nous nous sommes rencontrés dans la cour du lycée. Nous lisions le même ouvrage. On avait 16 ans. Enfin, moi 16, lui 15. Ou 17 et 16, je me souviens plus très bien. Et on lisait, vous savez, cette collection, petite collection, J'ai lu l'aventure mystérieuse. C'est une collection à l'époque qui parlait de cathares, de templiers, de rose-croix, d'alchimie. Et à l'époque, on y croyait vraiment. Mais quand je vous dis vraiment, c'est-à-dire qu'on partait à Montségur pour essayer de trouver le Graal, là où d'autres garçons de nos âges allaient courir dans les boîtes de nuit. On croyait vraiment qu'à Rennes-le-Château, il y avait un trésor. Et pour nous, c'était un univers fantastique, mais réel. On était dans ce qu'on appelle le réalisme fantastique. Et à l'époque, dans cette cour de lycée, on s'est retrouvés, on s'est vus, on avait le même ouvrage. C'était l'ouvrage de De Sède, je crois, sur Rennes-le-Château. Et voilà, et on a commencé à discuter, et on est parti faire des expéditions, et on a gardé ce goût qui est en fait un goût qui est basé sur une dualité. Le goût de l'ésotérisme et de la symbolique, qui est une chose, et aussi le goût du merveilleux, qui est autre chose. Et au fil des ans,
On a chacun suivi sa carrière. Jacques est parti dans l'enseignement, moi dans le journalisme. Et un jour, on s'est revus. Et enfin, on s'était revus depuis belle lurette, mais on s'est dit, et si on bâtissait quelque chose sur nos amours, sur ce qu'on avait aimé quand on était jeune, à savoir sur cet univers ésotérique. Moi, j'avais déjà écrit un premier polar, et il se trouve qu'on a eu un coup de chance incroyable. Un petit auteur est arrivé entre-temps, qui s'appelait Dan Brown, qui a sorti le Da Vinci Code. Et évidemment, les éditeurs, tout d'un coup, se sont dit, tiens, on a peut-être des gens qui ont des idées dans ce domaine en France. Et donc, nous, on est arrivé avec un porteur d'un projet de polar, avec un flic franc-maçon. À la nuance près, c'est que moi, j'étais et je suis toujours profane, donc un être imparfait par essence, alors que Jacques est devenu un être de lumière au Grand Orient. Enfin, si tant est que la lumière soit au Grand Orient, si on interroge d'autres frères, d'autres sœurs, d'autres obédiences, c'est peut-être pas sûr. Bon, je crois que vous l'avez rapidement compris. Si on a écrit des livres, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le Graal, d'abord. Il n'est pas Montségur, on vous le confirme. On a eu beau fouiller tout ce qu'il y avait dessous, c'est pas possible. On n'a pas non plus trouvé le trésor de Rennes-le-Château. J'imagine bien qu'on serait ailleurs, sinon. Mais en fait, ce qu'on a trouvé, c'est une amitié, bien sûr. Mais c'est surtout un domaine qui est l'ésotérisme et qui, dans le Sud-Ouest, nous a beaucoup, beaucoup marqué. Quand vous vivez à Toulouse, vous vivez quand même à travers 3 pôles très importants. Vous avez d'abord le fondement du mouvement rosicrucien, qui est né à Toulouse. On oublie souvent d'en parler, mais c'est là quand même que ça s'est passé. Vous avez le catharisme, qui est, certes, n'est pas un ésotérisme, mais quand même un enseignement sur lequel il y a eu énormément de travaux, énormément de réflexions qui ont quand même beaucoup marqué les jeunes générations à l'époque, comme la mienne. Et vous avez Rennes-le-Château, qui à l'époque où nous ayons gratté dans des grottes, évidemment, ça n'intéressait que peu de gens, et qui aujourd'hui est vraiment la Mecque de l'ésotérisme, voire même un marqueur de tourisme pour le département de l'Aude. Donc ça forge au bout d'un certain temps une conviction. Mais ce qui a été nécessaire, ça a été d'oublier l'aspect matériel, l'aspect fantasmatique de l'ésotérisme pour le retrouver bien des années après. Et pour ce qui me concerne, là, Eric dira lui-même comment ça fonctionnait pour lui, si je n'étais pas passé par le crible de la franc-maçonnerie, je ne dis pas le moule, je dis bien le crible de la franc-maçonnerie, vous savez le crible qui dans la Bible permet de distinguer le bon grain de l'ivraie. Si je n'étais pas passé par ce crible-là, je ne pense pas que j'aurais été capable d'écrire des livres. C'est-à-dire qu'il faut, dans une certaine mesure, à un certain moment, pouvoir rationaliser son approche de l'ésotérisme pour pouvoir écrire dessus. Sinon, je crains ensuite que l'écriture soit un petit peu quelque chose de fantasmatique, et pour moi, à ce moment-là, ce n'est pas de la véritable littérature. Oui, absolument, parce que c'est vrai que des zones, des territoires comme Rennes-le-Château, l'enfilade de châteaux cathares également sont tous constellés à chaque coin de rue d'une librairie ésotérique dans laquelle on trouve des centaines et des centaines de titres qui nous expliquent effectivement où se trouvent les morceaux de la vraie croix et dans quel état ils sont, et où s'en procurer d'ailleurs. Et c'est vrai que jamais vous n'avez été tenté par le fait de rajouter un titre de plus à ces collections-là. Tout de suite, vous êtes venu sur le polar. En fait, le polar, et par essence, c'est de la fiction. Et nous, je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise dans la fiction. Moi, sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour les chercheurs, quels qu'ils soient, les gens qui recherchent à Rennes-le-Château, qui vont sortir l'ultime bouquin sur le véritable secret de Rennes-le-Château, à savoir que le corps du Christ est enterré à 10 km de la maison de la Bessonnière. Pourquoi pas ? Je ne juge pas. Alors, sincèrement, je ne juge pas. Ils ont leurs croyances. Et en plus, ils mettent beaucoup de travail et de passion là-dessus. Moi, j'aime les gens passionnés, mais je ne partage pas forcément. En revanche, quand vous êtes dans la fiction, là, vous pouvez y aller. C'est comme quand moi, je me souviens d'un film qui m'a marqué, c'était Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue. Vous allez voir un Indiana Jones, vous passez un bon moment, vous apprenez des choses, mais quand vous sortez de là, vous ne dites pas, il existe l'Arche d'Alliance, a été trouvée par les nazis et elle est entreposée quelque part. À un moment donné, vous sortez de votre quotidien, vous allez dans l'imaginaire. Eh bien, le polar, ça permet, et la fiction, ça permet d'aller ailleurs. D'aller ailleurs en se permettant beaucoup de choses, en ayant quand même un corpus structuré sur le symbolisme et la tradition, parce que ça, c'est quand même, je pense, notre apport, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. Derrière les bouquins, il y a beaucoup de travail, en fait. Beaucoup de travail, c'est souvent très besogneux. C'est pas du tout glamour, en fait. Il y a beaucoup de travail, il faut vérifier des choses. Moi, j'adore passer des journées entières à la bibliothèque du Grand Orient rue Cadet, parce que je découvre plein de choses. On apprend, et voilà, et on en prend une petite partie, mais là, on s'exprime dans la fiction. Après, libre au lecteur de s'évader, de dire peut-être je veux aller, j'y crois vraiment.
Alors justement, une différence entre vous, entre votre œuvre et celle de Dominique Delpirou, c'est que vous, dès le départ, tout de suite, vous avez pris le fait maçonnique comme objet sur lequel vous plaquez ces histoires que vous inventez, et donc dans ce contexte policier. Dominique Delpirou a plutôt commencé en tant qu'auteur de polar et ensuite est venu progressivement vers le fait maçonnique. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, moi, je suis plutôt auteur de polar et maçon. Et donc, à un moment donné, je me suis dit que le polar était une bonne idée, était un bon moyen, un bon vecteur de faire passer un certain nombre d'idées, de concepts. Et j'ai essayé de faire un livre un petit peu philosophique sur la place un petit peu de l'homme dans l'univers. Et cette réflexion, j'ai voulu la bâtir sous la forme à la fois d'un thriller et à la fois de quelque chose qui est un petit peu un conte ou une épopée, et donc qui se passe sur deux époques différentes. Alors c'est un peu rigolo parce qu'il y a donc une première partie qui se passe il y a 65 millions d'années, du temps des dinosaures, et j'imagine qu'il y a 65 millions d'années, nous avions une civilisation intelligente qui existait, et une civilisation de dinosaures qui, à un moment donné, ont pu accéder à une certaine forme d'intelligence. Et puis, de nos jours, eh bien, l'existence de cette civilisation est subodorée, est comprise par des gens qui veulent s'y intéresser, mais il y a d'autres personnes qui, à un moment donné, disent « ce n'est pas possible pour des raisons religieuses que l'homme ne soit pas au centre de la création, c'est impossible donc que cette civilisation ait pu exister, donc nous allons tout faire pour que les archéologues qui sont en train de mettre au jour cette civilisation disparaissent et n'apportent aucune preuve de ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années. » Donc c'est à la fois une réflexion sur notre place dans l'univers. Est-ce qu'il y a eu deux fois la chance pour une espèce d'accéder à l'intelligence, et puis un thriller. Mais c'est aussi un livre initiatique dans la mesure où cette civilisation de dinosaures est une civilisation comme on dirait première, pour être poli, comme pour employer le langage de Jacques Chirac, et que c'est une civilisation qui pratiquait l'initiation. Et cette initiation, bien sûr, elle est inspirée de l'initiation maçonnique. Voilà. Très bien. Tout à l'heure, vous avez un peu effleuré le sujet. On le voit à nouveau, effectivement, dans ce développement-là. On reviendra ensuite sur le polar maçonnique en tant que livre policier. Mais la littérature qui est liée aux faits maçonniques en général est toujours une littérature qui exige, comme vous le disiez, y compris celle qui relève de faits beaucoup plus ésotériques, par exemple. Enfin, il y a un travail important de documentation. Il y a un travail important de documentation, de recherche et d'analyse. Donc, au début de votre vie d'écrivain, et je dirais même au début de votre vie professionnelle, quelles étaient vos formations respectives ? Je sais que Dominique Delpirou était plutôt juriste à la base, et vous scientifique, biochimie moléculaire, voilà. Paul Sabatier. Voilà. Jacques Raven. Toulouse, le Mirail, lettres modernes. D'accord. Et donc, quand on rassemble ces compétences, comment dire, initiales, justement, quelle est la part de cette formation initiale dans votre travail ensuite de romancier pour faire des recherches, établir le plan, aller au fond des choses Il y a une... Alors, bien sûr, on acquiert à l'université, que l'on passe par la filière littéraire ou par la filière scientifique, une certaine méthodologie, bien entendu, de travail, de quête de l'information, de recoupage de l'information et de vérification de l'information. Mais je pense que, enfin, moi, ce qui m'avait surtout frappé dans mes études littéraires, puisqu'on en était encore à la fac du Mirail à étudier le nouveau roman et Robe Grillée, c'était de voir combien, finalement, c'était des romans que j'appréciais, mais qui n'avaient plus aucun lecteur. Et que ça avait bien longtemps que la littérature en France n'écrivait plus pour les lecteurs, mais écrivait pour elle-même. Moi, ça, c'est la chose qui m'a vraiment le plus frappé quand j'ai quitté l'université. Vraiment. J'adorais, mais je reconnaissais que ce n'était pas lisible pour la plupart. Et je pense qu'Éric a partagé lui aussi la même analyse à un certain moment, c'est-à-dire d'essayer de recentrer la littérature vers le lecteur en lui apportant, non pas bêtement de la paille ou du foin, mais en essayant justement de le faire réfléchir à travers une fiction. Moi, je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, la fiction, et on le voit dans les séries télévisées qui ont un grand succès, je pense que la fiction est aujourd'hui un des vecteurs, je ne dirais pas de la connaissance, mais de la vérité. Et pourquoi je dis la vérité ? Pour une raison toute simple. C'est que si vous regardez de quelle manière sont considérés les francs-maçons dans la presse, et l'image qui est donnée aujourd'hui de ce que nous ne sommes pas,
il est évident qu'on se retrouve dans la même situation que les années 30 et 40, et qu'il y a de fortes analogies qui, moi, m'inquiètent énormément. À l'heure actuelle, vous pouvez faire ce que vous voulez, démentir, dire que nous ne tuons pas d'enfants dans nos cénacles, que nous ne les mangeons pas. J'en passe, ça paraît rigolo, mais Eric vous confirmera plusieurs fois que c'est des questions qui nous sont très sérieusement posées sur Internet, sur Facebook ou carrément face à face, ce qui, moi, à chaque fois, évidemment, me sidère totalement. On a une remontée nauséabonde d'un certain nombre d'idées d'avant. Vous pouvez vous y opposer, vous pouvez dire le contraire. Ça a l'effet justement contraire. C'est-à-dire que les gens disent « Ah, vous démentez, donc c'est vrai. Donc on me ment, donc complot, donc conspiration. » Aujourd'hui, si vous voulez que nos obédiences, qui ont parfois tendance un peu trop à se déchirer en public, aient une image plus favorable, et que les francs-maçons en général dans leur loge, qui eux travaillent correctement, aient une bonne image aussi, la fiction est un excellent vecteur. Et quand on a créé avec Éric-Antoine Marcas, on l'a justement créé flic et franc-maçon. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas voulu, nous, du franc-maçon Superman, qui a la lumière, qui sait tout, qui connaît tout, qui explique tout, et qui sait résoudre le monde, mais qui, sorti de ses agapes, ne fait rien. Ça ne m'intéressait pas, moi. Ce qui m'intéressait, c'est de montrer un franc-maçon qui a des valeurs, mais qui se retrouve en contradiction avec ces valeurs dans le monde profane. Ce qui est notre lot à tous, notre vérité à tous. Et c'est pour ça que je crois que le personnage a fonctionné, tout simplement parce qu'il nous ressemble. Éric Giacometti, le scientifique auteur ou l'auteur scientifique, la part du scientifique dans votre démarche? Alors, je vais vous donner un exemple. Bon, je dirais que c'est à la marge quand même. Néanmoins, je vous donne juste un exemple. Dans le Temple Noir, le dernier opus, à un moment donné, on a travaillé sur la symbolique de la pierre. La symbolique de la pierre dans la maçonnerie, c'est quand même, on est proche du cliché. Bon. Et on voulait aller plus loin, puisque nous, l'idée, c'est à la fois, quand on écrit un livre, d'apprendre quelque chose. Moi, chaque fois, chaque livre, j'apprends quelque chose et j'essaie de le faire partager au lecteur. Bon. Et donc, j'en parle à Jacques, et je dis en tant que profane, mais avec quand même un petit bagage quand même symbolique. Je dis, écoute, qu'est-ce qu'on peut trouver comme travaux, comme recherche sur la pierre qui aille plus loin que ce que je lis habituellement dans les bouquins sur la maçonnerie. Bon. Et je voulais faire, en fait, j'avais besoin d'une analogie entre le squelette humain et le temple. Le squelette et le temple de l'homme. Et il fallait une analogie entre la pierre et le squelette. Et je vais donc, on en discute, on regarde quelques références, et à un moment donné, donc on m'aiguille sur un fascicule qui est fait par la loge Alpina et par le cercle de recherche Subrosa. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on va dire, un cénacle qui fait de la recherche sur le plan maçonnique et qui est de très bon niveau. Bon. Et qui est quand même accessible pour le profane que je suis. Donc ça veut dire que c'est quand même, à mon petit niveau, j'arrive à comprendre, je peux comprendre certaines choses. Et là, je vois quelque chose qui me fascine sur la composition de la pierre, sur la composition intrinsèque de la pierre. Et avec mes études scientifiques, je pense à la composition chimique de l'os, du squelette. Et là, je m'aperçois d'une chose, c'est que quand vous prenez dans l'os la structure moléculaire de l'os, des composantes de l'os, vous avez des structures cubiques. Et on peut dire en faisant une analogie que le fondement du squelette est la structure cubique. Je ne vais pas vous faire l'injure, je crois avoir pas mal de sœurs et de frères, ce qui est une structure cubique en maçonnerie. Et bien là, il y avait une analogie. Et là, effectivement, on a comme une sorte de métaphore et un pont entre science, la molécule, et la tradition symbolique. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue en côtoyant ce milieu maçonnique, c'est que depuis 8 Marcas, à chaque fois, on trouve des analogies qui ne sautaient pas aux yeux et qui permettent de voir, et là je ne veux pas être prosélyte sur la maçonnerie parce que je n'en suis pas, mais qui permettent de voir que vraiment, quand on dit que les valeurs maçonniques sont universelles, ça peut même aller très loin, sans faire de délire ésotérique absolument, mais uniquement en faisant marcher le système des coïncidences. Alors, cette question de l'universalité, effectivement, de l'interprétation et de cette lecture que l'on peut appliquer à un grand nombre de sujets, on y reviendra effectivement dans un second temps tout à l'heure. Là aussi, Dominique Delpiro, donc plutôt juriste à la base, hein, voilà, et donc voilà l'interaction entre l'auteur, le juriste, le franc-maçon, tout ça se mélange dans ces différents romans successifs pour arriver à une conjonction des deux.
Je crois que le juriste, quand on écrit du polar, effectivement, ou le journaliste ensuite qui a beaucoup traîné ses fesses sur les bancs des commissariats, sait ce que c'est que le crime, sait ce que c'est que le fait divers, sait ce que c'est que la misère humaine, et se sert de tout ça pour bâtir ce thriller. Le franc-maçon, il se pose ensuite des questions qui sont, j'allais dire, d'ordre éthique, d'ordre philosophique, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'à un moment donné on se retrouve dans telle situation, pourquoi est-ce quelle est notre place dans l'univers, quel destin on doit avoir. Et donc c'est vrai que finalement quand on écrit, on est toujours sous-tendu par ce qu'on a été, par les valeurs qu'on porte. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ces valeurs-là, elles perspirent dans ce qu'on peut écrire. Elles sont consubstantielles à ce qu'on est, à ce qu'on écrit, à ce qu'on vit, au roman qu'on produit. Maintenant, après, moi, même si j'ai une formation de juriste, il a bien fallu à un moment donné que je traîne mes guêtres dans la biologie et dans la science pour écrire une histoire un petit peu scientifique sur les dinosaures. Et aussi sur cette réflexion qu'on peut avoir sur la vie, quoi. Donc à un moment donné, je me suis posé plein de questions sur comment est-ce que ces animaux-là, à un moment donné, pouvaient avoir leur cerveau qui pouvait évoluer ou pas, sur quel était leur environnement, quel était à un moment donné dans quel décor ils pouvaient vivre. J'imagine qu'ils ont pu aussi essayer de transmettre leur mémoire en écrivant sur des livres, sur des arbres, pardon. J'ai essayé de voir quelle pouvait être aussi leur relation avec les autres animaux, avec la nature, quelles étaient la conception qu'ils pouvaient avoir de l'univers, qu'est-ce qui se faisait comme idée de l'univers, et puis à un moment donné aussi quelles réflexions ils ont eues sur leur propre fin, puisqu'à un moment donné ils se sont rendus compte qu'il y avait une comète qui allait leur tomber dessus et qui allait leur faire grand mal. Voilà, donc effectivement on est toujours aussi obligé quand on écrit un roman d'y mettre une patte, un substrat qui le rende un peu crédible, alors que ce soit la structure des os, comme l'a fait Éric Giacometti, ou que ce soit la faune du Crétacé supérieur, comme j'ai tenté de le faire, pour à un moment donné arriver à des choses qui soient crédibles ou qui entraînent le lecteur, il faut effectivement baliser tout ça avec du concret. Et moi aussi, je me suis inspiré de Rennes-le-Château. Et pour l'anecdote, je vous en dirai peut-être un peu plus si vous le souhaitez plus tard. Je sais d'où vient le trésor de la Bessonnière. Bougez pas. Ça ne va prendre que quelques minutes. Très bien, donc avant voilà. Espérons qu'il nous le dira avant qu'on l'assassine ou de le menacer. Toujours après, évidemment. Donc, comment dire, en l'état actuel de la réflexion, on est avancé quand même pas mal sur pas mal de territoires et pas mal de portes commencent à s'ouvrir ou en tout cas à s'entrouvrir. On pourrait essayer maintenant d'aller vers ce sujet, de savoir pourquoi le fait maçonnique, voilà, appelons ça le fait maçonnique, est un objet qui semble vraiment fait pour le polar. Et si on pouvait essayer d'aller un peu au fond des choses là-dessus, c'est vrai que beaucoup d'auteurs ont commencé à s'engager dans cette voie-là, et c'est vrai qu'on a l'impression que le fait maçonnique a été pas fait pour le polar, ou que le polar a été fait pour le fait maçonnique, mais en tout cas, il y a une heureuse conjonction entre les deux. Qui est-ce qui veut ? Si j'étais sur le domaine de la symbolique, je dirais que c'est que le polar maçonnique, c'est quoi ? C'est apporter un peu de lumière dans un monde du polar, du noir, donc dans les ténèbres. On est d'accord ? Mais non, en fait, je pense que ce que vous appelez fait maçonnique, pour moi, c'est un triangle. C'est le triangle des fantasmes. Vous avez les trois côtés du triangle, c'est les trois fantasmes maçonniques. Fantasme de pouvoir. Vous, les maçons, vous dominez le monde. Les présidents, les gouvernants, les chefs d'entreprise sont maçons, vous tirez les ficelles. Donc c'est un fantasme, on va dire, conspirationniste. Deuxième versant du fantasme, le versant, je dirais, communautariste. Ah ouais, vous vous entraidez. Si je veux une augmentation, si j'ai un patron franc-mac, je vais y aller, il va me soutenir. Si je veux une promotion, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est le versant, je dirais, communautariste qui s'exacerbe en période de crise, naturellement. Et vous avez un troisième fantasme qui est le fantasme ésotérique. Vous, les maçons, vous détenez un secret, ce que vous appelez la parole perdue. En fait, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Certains l'ont retrouvée et grâce à ça, vous avez
je vais exagérer, vous avez des super pouvoirs, vous vous différenciez des profanes. Il y a quelque chose qui vous différencie. Je le vois tout de suite, d'ailleurs, quand j'en vois certains qui sourient, je me dis, ceux-là, ils ne sont pas comme nous, ils sont comme les... Bon, plus sérieusement, à partir de là, quand vous avez ce triangle maçonnique, le polar, c'est quoi le polar? On est dans un univers de méfiance, on est dans un univers de turpitude, on est dans un univers maléfique. Donc ces trois côtés du fantasme peuvent s'exercer. Et ce qui est même étonnant, c'est que le fait maçonnique n'est pas inspiré des auteurs beaucoup plus tôt dans l'histoire de la littérature policière. Alors il y a eu quelques exemples, mais fondamentalement, c'est quelque chose qui est tout récent. Alors soit ce polar maçonnique, il est écrit par des maçons qui ont une vision juste de la maçonnerie, soit ils sont écrits par des gens qui ne sont pas maçons et qui vont justement peut-être aller beaucoup plus loin que le fantasme et peut-être accréditer certaines thèses. Je vous donne juste un exemple. Vous avez je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelait From Hell. From Hell, c'est l'histoire de Jack l'Éventreur, et avec l'hypothèse que ce soit un franc-maçon qui était le chirurgien de la reine, qui était l'auteur de ces crimes sordides. Bon. Et Jack l'Éventreur aurait été soutenu par des francs-maçons, protégé par des francs-maçons. Ça vient d'une bande dessinée qui était écrite par Alan Moore, qui est un des plus grands auteurs de bande dessinée. Et lui-même s'est inspiré de livres qui ont été écrits, alors là pour le coup, soi-disant sérieux, qui accréditaient cette thèse du Jack l'Éventreur franc-maçon. Et bien voilà l'exemple particulier où l'on prend une affaire connue, Jack l'Éventreur, on y plaque la maçonnerie et on va jouer à fond sur tous les côtés de ce fantasme. Parce que là-dedans, il y aura le fantasme de conspiration de pouvoir, puisqu'on s'aperçoit que tout l'entourage de la reine d'Angleterre est lié à la maçonnerie et protège Jack l'Éventreur. Vous avez le fantasme communautariste où ils se soutiennent tous. L'un a eu la promotion en tant que chef de Scotland Yard parce qu'il était maçon. Et vous avez le fantasme ésotérique parce que ces crimes, en plus, sont en fait ritualisés d'un point de vue maçonnique. Jacques Ravenne. Moi, je suis toujours surpris que personne n'ait pensé avant nous à créer un héros flic franc-maçon parce que c'est tellement évident que le franc-maçonnerie se prête à merveille au polar. Imaginez un écrivain de roman policier qui n'a jamais entendu parler de la franc-maçonnerie. C'est des gens qui se réunissent le soir, en secret, qui font toc-toc à la porte et qui échangent un code, qui ensuite parlent entre eux avec des mots qu'on ne comprend pas, qui mettent des tabliers ridicules mais avec des têtes de mort dessous, qui se trimballent avec des épées, qui font des initiations où on mime la mort. Mais arrête, c'est parfait, quoi. Il n'y a pas mieux. Et leur fondateur a été victime d'un crime. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est absolument la totale. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est la totale dans la fiction, c'est aussi la totale dans le réel et dans la population. Parce que ce qui nous fait rire à nous, parce que nous savons, nous, que c'est du mythe, et que le mythe, il faut à la fois le démystifier et le remythifier, ce qui pour moi est tout le travail de la maçonnerie. En revanche, c'est vrai que dans certaines presses et dans certains milieux, c'est tout à fait le contraire. C'est pas du mythe, c'est du réel. Et là, on attaque un sujet dont je pense que vous allez parler, mais qui est tout simplement aujourd'hui qu'on vit dans un climat complotiste perpétuel, de conspiration perpétuelle. Et si vous avez quand même la curiosité de regarder l'évolution des médias et de certains comportements depuis quelques années, les francs-maçons sont aujourd'hui, je dirais, à la pointe, malgré eux, de ces théories du complot. Et quand je vois que l'on vient faire des manifestations devant les loges ou devant les obédiences, quand je vois certains slogans de manifestants, quand j'entends beaucoup de choses, je me dis quand même qu'avoir fait 200 ans de Révolution française pour en arriver là et avoir un aussi gros budget de l'éducation nationale pour en arriver là aussi, ça pose quand même quelques questions. Oui, justement, pour effectivement aller un peu plus loin sur le propos, vous n'avez pas peur que, justement, que parmi vos lecteurs, ou en tout cas les lecteurs de polar maçonnique, il y ait une lecture au premier niveau, une lecture de oui, mais c'est peut-être vrai, oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu, oui, mais quand même. Je crois qu'on peut raconter une anecdote qui est assez classique. Une fois, dans une signature de librairie dans la banlieue de Paris, il y a un monsieur qui est arrivé avec tous les ouvrages à signer. Alors c'est toujours embêtant ça, parce que ça prend beaucoup de temps, et puis les gens font la queue, et bon. Et au moment où il pose la totalité des ouvrages et que je m'apprête à signer, il me dit, écoutez, j'aimerais vous poser une question, très bien, j'aimerais savoir ce que vous pensez du complot maçonnique international. Bon, moi j'étais sur ma digestion, très honnêtement, j'en pensais pas grand-chose.
Et puis là, ça démarre. Alors j'ai droit à tout. Je vous la fais courte, hein, parce que ça a duré quand même 20 minutes, la sinistre plaisanterie. Donc j'ai eu droit aux pyramides, bien sûr, au Louvre, 666 faces. Non, monsieur, il n'y en a que 663, mais non, vous en avez rajouté 3 pendant la nuit, bon d'accord, etc., etc., etc. Les francs-maçons, Mitterrand était franc-maçon. Non, c'est son homonyme qui était grand maître, c'est pareil. Ça a duré 20 minutes et ça a été affreux. Parce qu'à chaque argument, il y avait un contre-argument pris sur Internet. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand on arrive à la fin, ce monsieur s'apaise. Je ne sais pas, peut-être une grâce du grand architecte de l'univers. S'apaise, je lui rends ses 8 livres, et au lieu de la fermer, bêtement et vaniteusement, je lui dis « J'espère que je vous ai convaincu qu'il n'y a pas de complot maçonnique international. » Et là, il me regarde et me dit « Monsieur, la seule chose que vous m'avez convaincu, c'est que vous en faites partie. » Éric Giacometti, pour compléter. Sur quoi? Si on a une part de lectorat qui prend ça au premier degré. Je vous repose la question. Les gens qui ont vu les aventures de l'Arche perdue, il y en a combien qui pensent que l'Arche d'Alliance existe, elle est stockée quelque part? C'est pareil, pas plus que d'autres secteurs. Je pense que ce qui un peu entache l'image du thriller ésotérique, c'est ce qui s'est passé avec l'affaire du Da Vinci Code. Da Vinci Code est un thriller inspiré de l'affaire de Rennes-le-Château. Et il se trouve que l'auteur a mis... tout de suite, je vais être clair, moi j'ai bien aimé le Da Vinci Code pour ce que c'est, un thriller. Voilà. Je ne crois pas du tout à la descendance de Jésus, mais j'ai passé un bon moment. Bon. Il a juste mis cette affaire est tirée de documents bien réels à la Bibliothèque nationale, alors que tout le monde sait pertinemment que ces documents n'ont jamais été réels, sont des faux. Bon. Et donc, il y a cette suspicion de croire, mais légitime, au demeurant, que le lecteur de thriller ésotérique prend pour argent comptant ce qu'il lit. Sincèrement, si j'estimais en 8 ans, je dirais que c'est peut-être 2% des lecteurs, pas plus. Quand on fait des signatures, c'est plutôt, moi, ce que je vois passer, c'est des gens qui posent des questions très précises. Là, vous avez affirmé ça, quelle est votre référence, quelle est votre source, etc. Les gens cherchent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'ésotérisme. Il y en a peut-être quelques-uns, effectivement, comme le tien. Moi, j'en ai un qui m'a demandé, oui, une fois, si j'avais pas été hypnotisé par Jacques Ravenne parce que j'étais profane et que je prenais pour argent comptant ce qu'il me racontait en termes maçonniques. J'ai failli éclater de rire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Non, sincèrement, je crois que cette constante-là, elle est vraiment très faible. Mais peut-être que je me trompe. Oui, alors sur ce sujet, je ne sais pas, parce qu'effectivement, il y a une sorte de continent noir de la crédulité qui fait parfois un peu peur. Moi-même, j'étais à la foire de Brive il y a 2 semaines et présentant un livre sur le compagnonnage opératif, sur les compagnons du Tour de France, sur les métiers du bâtiment des compagnons du Tour de France. Eh bien, il y a plusieurs personnes qui sont venues me poser des questions sur, en particulier des gens très très jeunes, qui sont venus me dire, mais les compagnons, est-ce que c'est pas les francs-maçons, est-ce que c'est pas les Illuminati? Là, je sais pas, j'ai l'impression que ce terme d'Illuminati, c'est un terme qui circule beaucoup sur Internet et qui interpelle beaucoup une certaine jeunesse. Je pense qu'il y a effectivement de très très gros fantasmes et qui ne font que s'accentuer avec la crise. Et je pense que plus il y a une sorte de souffrance qui est vécue dans le corps social, plus il y a ce sentiment qu'il y a une espèce de société secrète malfaisante qui dirige le monde de façon occulte. J'ai le souvenir on a tous le souvenir de ces illustrations de la franc-maçonnerie faites par Vichy, où on voyait cette pieuvre qui, avec un bon gros nez juif, qui enserrait le monde. Et je me demande si de temps en temps, si actuellement, on n'a pas quand même un regain de cette terreur et de ces fantasmes. Bien. D'accord. D'accord. Très bien. Très bien. Donc,
Un autre sujet maintenant, on va essayer d'entrer dans le dur de la pratique, je dirais de la pratique professionnelle, et la question de savoir, voilà, un polar, et spécifiquement un polar maçonnique, comment ça se fait, comment ça se bâtit, comment ça se construit, d'où ça naît. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous faisiez des recherches assez régulières donc, dans la bibliothèque et aux archives du Grand Orient de France. Et c'est vrai que dès l'instant qu'on a fait un peu d'archivistique ou de travailler sur les archives, bon, presque à chaque page, un sujet vient. Mais enfin, voilà, une question, comment naît un sujet? Comment il vient? À partir de quel fil tirer? Soudain, les choses commencent à prendre corps. Alors, en fait, ça vient d'un constat. Plus général sur la France. Alors, entendons bien, je ne vais pas faire de nationalisme mal placé, mais la France a une particularité. On a été la fille aînée de l'Église, on a été la patrie des Lumières avec la Révolution française, mais ce qu'on sait peu, on est la terre mère, la terre sacrée de grands mythes ésotériques. Les Templiers, tout ce qui va avec, je ne parle pas des chevaliers Templiers qui n'avaient probablement rien d'ésotérique, mais tout ce qu'il y a autour des Templiers, ça vient de France. Les Cathares, vous allez me dire, on est dans le sud à l'époque, c'était occitan, c'était pas la France. Enfin, quand même, c'est quand même en France. L'alchimie, le plus grand alchimiste connu par le grand public, Nicolas Flamel, il était en France. Vous allez plus loin, Rennes-le-Château, la Mecque de l'ésotérisme qui a donné naissance au Da Vinci Code, le livre le plus lu dans le monde après la Bible, le petit livre rouge. C'est en France. On va même aux lisières de l'ésotérisme. Allan Kardec, le pape vraiment du spiritisme, il était français. Eh bien, l'ésotérisme, on est vraiment à la lisière entre religion et rationalité, fantastique et raison. Et tous ces mythes, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Les mythes que nous, on a lus quand on était plus jeunes, eh bien, on les retravaille. Donc, on se dit, voilà, on a aimé, par exemple, l'alchimie, on a aimé toute cette symbolique d'alchimie, mais on va travailler sur la thématique de l'alchimie. On a aimé, à un moment donné, on était fasciné par les Templiers et le trésor du Temple, ou un secret perdu de l'or du Temple, on va travailler là-dessus. Bref, on revisite à chaque fois ce qui fait partie pour nous du patrimoine légendaire français. Et quand j'utilise légendaire, c'est à juste titre, c'est que on n'a plus 16 ans, on ne croit plus à certaines choses, mais néanmoins, on est quand même fasciné par cette aura légendaire. Ça a une puissance. C'est même limite, je dirais, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'œuvre de Jung, c'est quelque chose de jungien. Ça fait partie de notre inconscient collectif. Le mythe du chevalier, le chevalier du Temple, ça parle dans le monde entier. Et pourtant, c'est né en France. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ces mythes légendaires, et j'interviens sur ce côté légendaire, on les retravaille et on y apporte cette patte et on y apporte ce côté thriller. Et à partir de là, une fois qu'on est d'accord sur le mythe sur lequel on va travailler, on se documente, on fait un processus, je dirais, de pressurer. C'est-à-dire, vous savez, comme on a le raisin et on va pressurer pour essayer d'en retirer la substantifique moelle, et qui est un terme qui fera plaisir à Jacques sur le plan initiatique. Et à partir de là, on va avoir une thématique pour le prochain Marcasse. Et ça prend du temps. C'est un processus, c'est pas une œuvre noire, c'est un peu différent, mais c'est un processus de torréfaction aussi, qui fait qu'on va arriver à cette thématique. Une fois qu'on a cette thématique, là, on applique les règles de tout écrivain de thriller ou de polar, c'est-à-dire construction, plan, mécanisme, puisque un bon polar, pour moi, c'est souvent une mécanique d'horlogerie. Quand vous avez un rebondissement qui arrive à un chapitre 7 ou 8, il a sa nécessité, il ne doit pas arriver au chapitre 2. Et alors là, je peux vous dire que c'est un des travaux les plus complexes. Et si souvent on nous pose la question, je tombe beaucoup parfois sur des maçons qui nous demandent, moi aussi j'aimerais écrire un polar, et ils tombent souvent sur le même piège. C'est dans le même piège, c'est-à-dire qu'ils ont tout le background traditionnel, mais en revanche, ils ont oublié une chose, c'est qu'une écriture de polar, ça s'apprend. Il y a des règles. De la même façon qu'un rituel obéit à des règles, un compagnon ne suit pas le rituel d'un maître, et bien là c'est pareil, quand on écrit un polar, ce sont des règles. Et ces règles-là, au début on les a pratiquées de façon un peu empirique, et on essaie de plus en plus de les professionnaliser depuis à peu près 5 opus. On s'est documenté, on a appris aussi d'autres auteurs de polar par exemple. Donc Jacques Ravenne, effectivement, le fait maçonnique rapporté au polar, donc un environnement de mythes dans lesquels tout le monde se retrouve, qui font écho à nos histoires personnelles communes, et puis effectivement quelque chose de beaucoup plus chirurgical, spécial, un travail vraiment d'entomologiste pour travailler sur le plan et toujours le plan. Disons que nous, on a la chance ou la malchance de travailler à 4 mains.
Les duos d'écrivains sont relativement rares quand même dans la littérature française. Alors ça demande un certain doigté, c'est-à-dire que pour écrire à deux, il y a une règle d'or, déjà, c'est ne pas avoir d'ego. Enfin, du moins quand on travaille, parce que quand c'est fini, les égos reprennent chacun bien leur place. Mais on ne peut pas se permettre, effectivement, d'avoir la moindre part de vanité quand vous transmettez votre chapitre à l'autre qui vous le renvoie et qui vous dit « tout l'amour que j'ai pour toi, je crois que ça ne va pas le faire ». À ce moment précis, vous pouvez lui dire « mais de toute façon, tu écris que la moitié du bouquin, tu n'as jamais rien foutu ». Non, ce n'est pas le moment, ça ne se fait pas. Il faut être capable, effectivement, de faire preuve d'humilité. Et j'avoue que c'est une qualité maçonnique, parfois théorique, dont mon co-auteur, là, me l'a fait sentir très nécessairement quand ce que je fais ne va pas mal. Alors, d'un point de vue strictement technique, comment on fait ? Une fois que le plan est mis en place, nous nous séparons les parties. Mon co-auteur prend la partie contemporaine, centrée sur Antoine Marcas, et moi, je prends la partie historique, qui peut être variable selon les livres et selon les époques. Nous écrivons 2-3 chapitres. Et puis quand ces chapitres sont terminés, nous les échangeons, soit par le net si nous sommes séparés, soit quand on se voit. Et à ce moment-là, ensuite, il y a un travail de réécriture. Parce que le problème, celui qu'on ne voit pas, c'est que les gens se disent, mais quand vous faites un bouquin à 4 mains, ça fait 500 pages, ça vous fait 250 chacun, ça vous fait la moitié du boulot d'un écrivain normal. Oui, certes, monseigneur, mais le problème, c'est que nous n'écrivons pas pareil. Et si vous avez un chapitre qui a une sonorité particulière, plus le chapitre suivant qui a une sonorité différente, il y a un truc qu'on sait très facilement, c'est que le lecteur ne suit pas. Là, de ce point de vue-là, mes études de lettres m'ont bien appris. Ça ne suit pas, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a une distorsion trop grande. Donc, il faut réécrire. Donc, ça redouble le travail. Alors, pour l'anecdote, mon co-auteur étant journaliste de profession, ça écrit vite, ça écrit à l'arrache. Bon, effectivement, ça ne met jamais d'adjectif, c'est un véritable désastre. Donc, je suis dans la stricte obligation de donner une teinture beaucoup plus racinienne à ces phrases, ce qu'il n'apprécie pas beaucoup. Lui, en revanche, quand arrivent mes textes, il trouve ça affreusement lourd, pompeusement proustien, avec des triples adjectifs qui se suivent et qui n'ont rien de maçonnique. Et il tranche. Alors le grand jeu, si vous préférez, c'est de savoir combien il y a d'adjectifs sur une page et combien moi j'en rajoute. Quand nous sommes à égalité, c'est que le bouquin est bien parti. Dominique Delpiro, comment travaille le juriste qui aime bien les adverbes généralement? Il y a beaucoup d'adverbes dans la littérature juridique. Oui, alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'effectivement on écrit un premier jet et puis après on enlève les mais, on enlève les adverbes, on enlève les adjectifs, on fait la chasse. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que moi je sois à la fois l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'il y a toujours on est complètement schizophrène quand on écrit, donc il y a le lyrisme, il y a le lyrique qui t'entend part dans des grandes envolées, puis après le journaliste qui passe derrière qui lui dit attends c'est de la daube, on va rayer tout ça, on va mettre tout ça est beaucoup trop pompeux, lyrique et prétentieux, donc on va supprimer tous les adjectifs et tous les machins. Donc voilà, c'est ce travail, mais moi je suis obligé de le faire tout seul, donc c'est un petit peu plus, mais on y arrive aussi, là, il faut savoir faire preuve de schizophrénie. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut effectivement à chaque... moi j'ai un plan général peut-être un peu moins construit que celui d'Éric et de Jacques. Simplement, je pense que il y a certains moments où je dis mais attends, là je m'enquiquine un tout petit peu, il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà, donc il se passe quelque chose. Ensuite, une fois que cette chose s'est passée, il faut continuer par derrière pour donner des explications. Et puis, une fois que les explications sont faites ou que l'action a été mise, hop, il faut pas s'ennuyer. Il faut soi-même pas s'ennuyer quand on l'écrit. Il faut se surprendre. Il faut savoir. Alors ça, c'est une démarche maçonnique. C'est le pas de côté. C'est le pas de côté, je suppose que vous le faites vous aussi. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait quelque chose, être capable de se déboîter de soi-même pour pouvoir regarder ce qu'on fait et avoir un œil critique et le voir d'un autre angle. Et là, une fois qu'on a ce regard-là, effectivement, on peut valider ce qu'on a écrit et puis continuer vers de nouvelles aventures. Mais ce que je dois dire, moi, c'est qu'effectivement, l'écriture, quand même, c'est une véritable aventure, c'est un bonheur, c'est une création. Une fois, moi, quand je raconte l'histoire de mes dinosaures dans la moitié du livre, puisque ce sont des chapitres alternés, ben, je dois dire que vraiment, quand je raconte cette histoire, mais je suis au Crétacé supérieur. J'y vis, j'y habite, je sens la chaleur qui est là, je sens l'odeur des conifères, j'entends les cris des dinosaures, je vois les cascades devant moi, je vois les
volcan au loin, je vois tous ces animaux qui se déploient, je les entends me parler, je les entends me raconter leur histoire, et ils m'accompagnent nuit et jour, et je vis des aventures avec eux. Et voilà, je crois que pour écrire aussi, de temps en temps, il faut savoir avoir 10 ans et demi, quoi. Petite chose que je voudrais rajouter quand même, parce qu'on en parle rarement avec Eric, mais c'est vrai que quand vous avez un lecteur qui vient, ou une lectrice qui dit « Ah, écoutez, j'ai pris beaucoup de bonheur à lire votre livre », parfois il arrive que les gens disent « Apparemment, vous avez pris beaucoup de bonheur à l'écrire ». Et c'est vrai, c'est la vérité. On répond toujours oui, parce que c'est d'une grande honnêteté. Bonheur pour nous, mais pas forcément bonheur pour l'entourage quand même. Parce que ça, on en parle rarement. Mais je peux vous dire que quand on débute un roman, nos épouses se lamentent, les enfants se couvrent la tête de cendres. Et vivre avec un écrivain pendant 5 mois, dont l'inspiration vient le matin, certains matins, le soir, certains soirs, qui va commencer à pas être heureux parce qu'il s'est pas couché trop tard, parce qu'il peut vous dire que ce n'est pas d'une très très grande simplicité. Et là, je rends un peu hommage à notre famille, qui depuis 8 ans nous supporte quand on écrit, parce que ce n'est pas toujours très très simple. Ce que Jacques oublie de vous dire, mais c'est qu'il a divorcé 5 fois, donc il en a épuisé quand même. Et puis quand ils n'écrivent pas, ils sont contraints de venir dans des salons du livre, dans des colloques, pour parler du jour où ils écrivent, du moment où ils écrivent. Je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, d'essayer de parler un peu, de parler bricolage. Comment dire avec donc tout l'appareillage et la panoplie d'objets, d'outils et d'opportunités, de moments que l'on peut trouver dans le phénomène maçonnique large, on a quand même beaucoup d'objets qui, comme dirait le juriste, par destination peuvent se transformer en armes du crime. Donc, dans vos différents romans ou travaux, comment on tue ? Comment on assassine et avec quoi ? Je vais vous donner l'exemple. Je remercie les magasins Truffaut. Vous connaissez le magasin Truffaut, donc spécialiste de la jardinerie. Et pour le rituel de l'ombre, à l'époque, je ne sais plus ce que je faisais chez Truffaut. Enfin, j'espère que c'était bien chez Truffaut et pas Jardiland. Il y avait un bon papy qui avait une bonne bouille et il était avec son sécateur. Il était là pour une démonstration d'un nouveau modèle de sécateur. Il faisait clac, 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 clac. Et en fait, ce type-là me terrifiait parce qu'il y avait des gamins qui passaient à côté. Il était avec son truc là, et je me dis, mais un jour il va couper un des doigts. Il était tout souriant. Je me dis, mais un type comme ça, il peut couper des doigts. Je suis sûr qu'il va continuer à sourire. Et là, ça m'a fait penser à ce film qui s'appelle Marathon Man, qui est un thriller extraordinaire. Voilà, il y a un passage au rituel de l'ombre. Et dans Marathon Man, le personnage du salopard, c'est un dentiste nazi. Et ce qui est fascinant chez ce dentiste nazi, c'est qu'il arrive, alors Dustin Hoffman est assis comme ça, et puis il vient comme ça, et il lui dit c'est sans danger. Et quand il dit c'est sans danger, on a peur. Et ça, voilà comment c'est né. J'ai fait un mixte entre Laurence Olivier de Marathon Man et ce brave type du magasin Truffaut, et c'est devenu le jardinier qui coupe les doigts au sécateur. Et comme il fallait rajouter quelque chose d'un peu plus sadique, c'est en fait il se sert du sang de ses victimes pour fertiliser ses plantations. Voilà. Et comme morale de l'histoire, c'est qu'on vit une époque où les femmes pressent de plus en plus de pouvoir. Et oui, mesdames, vous le savez, c'est que dans la bande dessinée, l'adaptation de ça, le jardinier, l'éditeur en BD m'a dit je ne sens pas trop le jardinier, mais une jardinière, ce serait pas mal. Et donc, c'est devenu une jardinière nazie, voilà, et qui montre que les femmes, quand même, prennent de plus en plus d'importance. Alors, est-ce qu'elles en prennent encore en maçonnerie ? Je ne sais pas. Voilà comment vient l'idée. Voilà, donc Jacques Ravenne, comment on assassine ? Comment on tue ? Comment on découpe ? Vous savez que la mort rôde dans les loges et que le meurtre est un sport fraternel. Donc, non, c'est comment dire, les instruments de la maçonnerie, les classiques de la maçonnerie, effectivement, on s'en est peu servi pour tuer. On s'est servi une fois d'une épée, une fois d'autre chose, mais peu parce que c'est très attendu. Si vous préférez, très honnêtement, vous écrivez un polar maçonnique, vous prenez le compas, vous le plantez dans l'œil de la victime. Bon, moi, je veux bien, mais c'est un petit peu facile. Non, je pense que c'est fondamentalement le climat même de la maçonnerie qui permet quand même de générer une certaine angoisse qui est propice à l'attente du crime. Quelqu'un qui est dans un cabinet de réflexion, dans une semi-obscurité, qui est censé faire son testament philosophique et qui entend des pas qui s'avancent, etc., à la porte qui s'ouvre, une ombre, vous savez, franchement, j'ai pas besoin d'inventer plus pour créer du mystère, de l'horreur et du meurtre.
Dominique. Alors, dans le roman dont je parlais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de morts. Mais dans les polars précédents, moi, j'avais l'habitude que la mort arrive avec des animaux. Voilà. Donc, l'intermédiaire était l'animal. Ça peut aussi être intéressant, quoi. En particulier, alors que ça peut être des grosses bêtes, et puis ça peut être des toutes petites bêtes, mais très voraces. Très bien. Juste avant de passer la parole à la salle pour les questions, je suppose que tout le monde a des questions. Et pour revenir sur ces questions d'assassinat, de représentation, on s'aperçoit que depuis une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, le monde de la bande dessinée, dans l'édition, le monde de la bande dessinée aussi s'est emparé du fait maçonnique, et singulièrement et effectivement aussi sous son angle le plus noir. Et on a vu fleurir un certain nombre de bandes dessinées s'inspirant effectivement du polar maçonnique. C'est juste pour avoir votre avis, votre opinion sur la production, si vous la connaissez, ce que vous en pensez. Alors, moi j'avais été marqué plus jeune par Hugo Pratt, évidemment, et donc le plus maçonnique Fable de Venise, où on voit une tenue, ce qui est très drôle d'ailleurs, la tenue, on voit les frères encagoulés, ce qui n'est pas forcément le cas, enfin, ça peut peut-être exister. Non, moi je pense qu'il y a eu un tournant avec Didier Convard, avec le Triangle Secret. C'est là où on a eu vraiment une production maçonnique dans la bande dessinée. Non seulement grand public, c'était un succès incroyable, mais en plus de qualité, parce que l'auteur, lui-même maçon, de la GL, je crois, avait vraiment pu faire passer dans sa série, puisque la série s'est transformée ensuite, et je le dis d'autant plus, je ne le connais pas, on ne s'est jamais rencontrés, mais c'était vraiment une œuvre de qualité. Ce qui est très drôle, c'est que moi, j'ai toujours été lecteur de BD, Jacques Moins, et un jour, je ne sais pas quand est-ce qu'il a sorti ces bouquins Convard, ça va être début 2000 ou quelque chose comme ça, j'avais offert à Jacques une BD, un Triangle Secret. Et au début, Jacques me dit une BD, parce qu'il est très littéraire, mais la BD, c'était pas forcément son univers. Et il a regardé ça, voilà, et puis après, il a acheté toute la collection. Et ce qui est très amusant dans le milieu maçonnique, parce que je le fréquente depuis une 8aine d'années, c'est qu'en fait, c'est un milieu qui est à la fois ouvert et très conservateur. C'est-à-dire ouvert par ses valeurs, mais très conservateur quand la chose maçonnique s'exerce dans un autre domaine de celui que l'on attend. Nous, quand nos thrillers sont arrivés, je fais juste un aparté, beaucoup de frères nous ont regardés avec méfiance. Jacques pourra en parler. Qu'est-ce que c'est que ce héros franc-maçon ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Il s'est fait accuser, tu balances des rituels, tu dis des choses aux profanes, c'est pas normal. Et maintenant, c'est passé, c'est tout à fait normal, on est invité dans tous les salons maçonniques. La BD, ça a été pareil. Au début, il y a eu quand même des grincements de dents, ça coinçait un peu, et puis après, c'est arrivé. Et maintenant, le Triangle Secret, il y a des expositions, il y a eu au Grand Orient, vous avez eu une exposition, celle qui a le mieux marché, sur Hugo Pratt. C'est l'exposition qui a le mieux marché au musée du Grand Orient, par exemple. Voilà. Mais moi, les organisateurs, pour avoir discuté avec certains, m'ont dit, il y a 3 ans auparavant, ça aurait été même pas possible. Parce qu'il y a toujours une part de conservatisme en maçonnerie, ce qui, moi, en tant que profane, m'étonne toujours. C'est-à-dire que, et c'est ce que je reviens sur ce qui fait le succès du Marcas, c'est que comme j'ai une vision à la fois respectueuse de la maçonnerie mais critique, je suis à la fois là-dedans et je ne suis pas là-dedans. Et la BD, pour moi, c'était l'exemple même de quelque chose qui est arrivé, qui a surgi comme ça. Et au début, les maçons étaient un peu déstabilisés avec ça. Et puis maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Là, je vais répondre à la question en tant que franc-maçon. C'est-à-dire que le problème, quand on voit représenter en image, que ce soit dans une BD, ou que ce soit sur un écran, une scène maçonnique, il y a toujours un problème. C'est que l'intensité et la densité n'y est pas, quoi que vous fassiez. C'est une représentation pour un franc-maçon qui peut être réaliste, mais qui, du point de vue personnel, est morte. Voilà. Ça peut intéresser le curieux, ça peut parler aux profanes, ça peut provoquer l'intérêt, mais on ne peut jamais comparer ce qui se passe réellement dans une tenue à une représentation imagée. Pour moi, en tout cas, et là je ne parle qu'à mon nom propre, la distance est trop grande. S'il y a eu, quand nous avons sorti nos bouquins, et ce qui a été le cas aussi pour Didier Convard, quelques petits grincements parce qu'effectivement les rituels étaient décrits, je dirais la décharge des frères que la franc-maçonnerie en France est une franc-maçonnerie qui a connu beaucoup d'avanies sous la Révolution. On a eu un grand maître guillotiné, on l'oublie facilement. Sous la Restauration,
après l'épopée napoléonienne, beaucoup de frères ont été massacrés par les royalistes, sous l'occupation. Il y a donc une tradition du secret et de la discrétion qui tient à notre histoire propre, à la fois histoire nationale et histoire maçonnique. Et on n'aime pas beaucoup, effectivement, voir, je dirais, nos rituels mis en scène. Après, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, n'importe qui peut trouver n'importe quel rituel à n'importe quel endroit. Et moi, ça m'a longtemps interrogé par rapport au serment maçonnique, bien entendu. Et en fait, j'ai été, et j'emploie ce participe assez volontiers, déniaisé le jour où un grand maître du Grand Orient de France, lors d'un repas amical, m'a expliqué qu'en 1929, le Grand Orient ayant, comme d'habitude, des problèmes financiers, et ne s'en sortant pas, comme d'habitude, je plaisante, mais c'est un peu ça, c'est récurrent, n'avait rien trouvé de mieux à faire que de vendre des copies de ses rituels devant l'entrée de la rue Cadet. Depuis ce jour, je me sens beaucoup mieux. Dominique Delpy, non ? D'accord, très bien. On va passer maintenant aux questions dans la salle. Alors on a un deuxième micro, si quelqu'un veut bien le faire passer. Voilà. Merci. Ah oui, la première, là-bas. Question. Merci. Moi, j'ai une question à poser en fait aux auditeurs. Une double question en fait. Ma première est la suivante. Aujourd'hui, je crois que ça a été dit, il y a une montée de l'intégrisme, du rejet de l'autre, d'un manque de fraternité. D'abord, je tiens à vous remercier pour les écrits qui corroborent et qui vont dans le bon sens. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a aussi un devoir éducatif. Ce devoir éducatif, il se transmet au niveau des enseignants, au niveau de ceux qui ont en charge de l'enseignement, les centres de loisirs, etc. Et je pense que les enfants ont, je dirais, cet état d'esprit qui les pose dans une certaine fraternité. Donc, avez-vous envisagé ou comptez-vous se rapprocher des enfants en éditant des livres accessibles, bien évidemment, aux enfants et leur permettant, d'une part, de se poser les bonnes questions, tout au moins les questions, et d'autre part, peut-être de se servir de ce tremplin pour faire en sorte que les parents puissent donc commenter, voire instruire ces écrits. C'est ma première question. La seconde est la suivante. Pensez-vous ou avez-vous pensé à transformer, je dirais, ces ballons d'essai qui sont actuellement en cours en un film, faire du cinéma? Pensez-vous que ça puisse être un bon vecteur? Et personnellement, et d'un avis, je dirais, mesuré, je dirais qu'à mon avis, ça peut être, ou ça peut aller dans le bon sens. Je vous remercie. Je laisserai Eric répondre sur la question du cinéma, s'il le veut bien. Sur la question de la dimension pédagogique ou didactique d'une œuvre littéraire. Parce qu'en fait, c'est ça la question. Je suis intimement convaincu qu'il serait effectivement souhaitable qu'il y ait une littérature de qualité pour les enfants et les adolescents par le biais de la fiction, mais je crois franchement qu'elle se met en œuvre déjà depuis pas mal d'années. Ce que je vois dans l'école des loisirs me laisse penser que ça va dans ce sens-là. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que parler de sujets non pas sociétaux, mais qui nous touchent plus particulièrement, qu'est-ce que c'est qu'une société discrète, qu'est-ce que c'est qu'une société initiatique et des enfants, c'est extrêmement difficile. D'abord parce que depuis pratiquement 2000 ans, nous avons oublié que l'initiation se faisait avant, à l'époque de l'enfance et de l'adolescence, et que nous ne le faisons plus. Je pense que nous en payons largement les pots cassés d'un point de vue social. Et deuxièmement aussi parce que nous nous adressons à des nichés ou des couvées d'enfants pour lesquels la télévision, le cinéma sont passés par là, et dont malheureusement, et je pense qu'Éric confirmera, quand vous parlez aujourd'hui de francs-maçons en adolescents, c'est Illuminati, pouvoir, capitalisme, corruption. Point barre. C'est-à-dire que ce qui est beaucoup plus dramatique encore, c'est peut-être pas que notre image soit dégradée
chez certains adultes via la crise ou via des questions importantes. Ce qui est tout à fait dramatique, c'est que vous avez par exemple des magazines très people qui vont consacrer des pages entières au complot Illuminati et qui vont être lus par 600 000, 700 000, 800 000 personnes pour lesquelles ce qui est dit dans les journaux est valeur d'exemple. C'est-à-dire que vous n'avez plus de dimension critique. Si ça passe à la télé, c'est que c'est vrai. Excuse-moi, si c'est écrit dans la dépêche du midi, c'est donc que c'est vrai. Voilà. Et contre ça, honnêtement, moi, je pense que nous sommes fondamentalement désarmés. Oui, ça a plus de chances d'être vrai si c'est écrit dans la dépêche du midi, d'ailleurs. Une sorte de marqueur. Ensuite, c'est vrai que la littérature de jeunesse est une littérature actuellement, enfin depuis 5-6 ans, qui connaît un regain extrêmement important, avec des maisons d'édition qui se créent pratiquement tous les ans d'ailleurs, avec une profusion de maisons d'édition, une édition extrêmement créative, une association aussi extrêmement fine, un peu comparable à notre travail commun entre les auteurs et les illustrateurs. Et je pense, j'en citais qu'une, je pense à la collection Les Petits Platons, par exemple, qui se propose d'enseigner la philosophie aux plus jeunes, qui est absolument remarquable. Donc je dirais que dans cet espace-là, cette littérature réellement dédiée aux jeunes, voire aux très très jeunes, quand même, on peut considérer que le monde de l'édition française, le monde de l'édition français, pardon, est plutôt rassurant de ce côté-là, avec la belle médiation aussi des enseignants et des personnels des bibliothèques en France. Alors, sur les jeunes, je ne vous cache pas qu'on a déjà eu des propositions d'éditeurs en se disant, tiens, alors, je vais être un peu pragmatique, Marca, ça marche pour les adultes, et si on faisait des ouvrages jeunesse. Marcassin. Bon, je vais vous dire tout de suite, moi ça a été niette pour 2 raisons. La première, je n'ai pas une écriture pour les enfants. Je ne sais pas faire. J'envie ceux qui peuvent écrire pour la jeunesse. C'est un autre type d'écriture. C'est très particulier l'écriture jeunesse. Et deuxièmement, ça ne m'intéresse pas. Je vais peut-être vous choquer. Mais pour moi, je n'ai pas à me mêler à rentrer, à intervenir dans l'esprit des enfants. Pour moi, c'est du domaine des parents et de l'éducation nationale. Et je me méfie toujours de l'influence qu'on peut avoir sur des enfants, même avec les meilleures intentions du monde. Parce que quelque part, ça peut aller très vite. Le phénomène Harry Potter, ou regardez Hunger Games, je ne sais pas si vous avez vu, Hunger Games, il y en a partout. Ça fascine les enfants. Mais ça raconte quoi ? Ça raconte des histoires chaque année où des enfants s'entretuent, se tuent physiquement, il n'en reste qu'un. Et en fait, à travers ça, c'est pour dénoncer la tyrannie, etc. Néanmoins, l'auteur qui a écrit ça a une responsabilité. Parce que les enfants sont malléables, parce que même si on ne le veut pas, on peut les influencer. Et moi, sincèrement, je préfère avoir affaire à des jeunes adultes ou à des adultes. Ne serait-ce que parce que je considère que la partie qui m'intéresse, la partie merveilleuse et ésotérique, cette partie-là, il vaut mieux la découvrir un tout petit peu plus tard et pas à 12 ans, forcément. C'est pas forcément de la même façon, mais je vais peut-être en choquer ceux qui ont un sentiment religieux. Je ne suis pas forcément sûr que j'ai fait du catéchisme. Je ne suis pas forcément sûr qu'à un moment donné, chez certains, c'est une influence. Et il y a d'autres religions aussi. Pour voir ce qui se passe, on peut très vite forcer un esprit à penser différemment. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans la maçonnerie, c'est de dire à un moment donné, l'être humain, c'est quelqu'un qui est libre. Et cette liberté vient aussi du fait qu'on ne lui enfonce pas des choses dans le crâne. Peut-être que je suis un peu conservateur de l'ancienne école, mais j'estime déjà que si c'est déjà le travail des parents et de l'éducation nationale, et Dieu sait qu'ils ont fort à faire, je ne vais pas non plus m'en mêler. Voilà, c'est là-dessus, je pense que, mais peut-être que Jacques, c'est différent. Bon. Première chose. Deuxième chose, sur le cinéma, oui, nos droits ont été achetés. Ça s'est arrêté, on a voulu nous racheter le personnage, et on a juste un problème, c'est que ça coûte trop cher. C'est-à-dire que nos livres se passent à 2 époques différentes, historiques et contemporaines, et ça, c'est pas possible. Ce qui marche en point de vue littéraire ne marche pas d'un point de vue cinéma, et il faudrait juste adapter le personnage de Marcas, c'est-à-dire réécrire les livres. Oui, je crois qu'on n'est pas actuellement dans une société initiatique pour les enfants. C'est une société d'éducation. Alors, sans doute que l'éducation est plutôt pas mal faite, mais c'est pas une société initiatique dans laquelle on est. Et replonger les enfants ou essayer d'un moment donné de leur faire toucher ce que c'est que
que l'initiation, je pense que c'est un petit peu délicat. Alors dans mon bouquin, c'est une société initiatique, où effectivement à 7 ans, on a une initiation, à 14 ans, on en a une autre, etc. etc. Et c'est vécu totalement différemment. Maintenant, je crois que si on ne peut pas parler de la maçonnerie aux enfants, ou pas tout de suite, parce qu'il faut, à mon avis, pour aborder ces questions-là, les remettre dans une perspective culturelle. La maçonnerie, c'est quand même quelque chose qui doit s'expliquer, se décoder avec un bain culturel dans lequel on est et qui resitué dans quelle société la maçonnerie a éclose, dans quel contexte actuel elle se trouve. C'est assez compliqué, il faut avoir un background culturel pour pouvoir aborder ces questions qui n'est pas, à mon avis, très facile à transposer, à faire comprendre aux enfants. En revanche, je crois que, premièrement, toute littérature doit être pédagogique, c'est-à-dire que si on veut être lu, il faut être pédagogique, il faut être compris, et que c'est toujours un gros travail quand on fait une œuvre littéraire et qu'on a des choses à faire passer, il faut toujours être effectivement très pédagogique. La deuxième chose, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport à l'éducation en général, qu'on ne parle pas de maçonnerie, c'est une chose, mais qu'on fasse passer les valeurs de la maçonnerie, ça me semble essentiel, indispensable, qui sont des valeurs de tolérance, qui sont des valeurs d'humanisme, qui sont des valeurs d'aller vers l'autre, de compréhension, des valeurs très très importantes et qui sont en grand danger actuellement, des valeurs de laïcité. Ça, c'est des valeurs qui sont très importantes et que ceux qui sont en charge de l'éducation doivent faire passer absolument, plutôt que de parler de maçonnerie. Une autre question. Au premier rang, si un micro peut arriver vers vous. Voilà, il faudrait. Oui, on m'a donné le micro avant. Ah d'accord, bon. Juste après. Si vous permettez, je vais rentrer un peu dans un point un peu plus particulier, mais comme je tiens les auteurs sous la main, si on peut dire, en rentrant dans l'univers du commissaire Marcas. Bon, vous nous décrivez donc un héros, la flic franc-maçon, terriblement, avec plein de faiblesses, comme vous l'avez dit, des petites faiblesses, même quelquefois mesquines, dans ces abus d'autorité dont vous faites part, mais donc terriblement humain, et donc terriblement franc-maçon, certainement, quelque part. Mais alors, vous lui faites subir à ce pauvre commissaire Marcas tout un tas d'épreuves particulièrement importantes. Il risque sa vie, mais quand je dis risquer sa vie, c'est plus que risquer sa vie. Il est près de la mort presque sans arrêt. Et puis surtout, à une exception près, quand il tombe, après beaucoup de réticence, il tombe amoureux de ses partenaires et inévitablement, à la fin, vous faites mourir celle-ci dans des croyables... Bon. Alors, est-ce que il y a un signe indien sur le fait qu'il soit ou flic ou franc-maçon, qui fait que... Ou alors, est-ce que vous avez une dent particulière contre le commissaire Marcas? Et la deuxième question, si vous permettez, sans déflorer peut-être les choses, parce que peut-être tout le monde n'a pas lu, mais dans la fin de votre dernier ouvrage semble marquer un tournant. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin des aventures du commissaire Marcas, ou est-ce qu'on s'oriente vers d'autres choses que ceux qu'on a connus jusqu'à présent? Alors, quand je vous ai vu venir quand même sur la deuxième partie de la première question sur les femmes. Bon, je vais prendre la première partie, Jacques. Bon, je vais vous dire très clairement, si les femmes se font assassiner à chaque fois, c'est mon co-auteur. Je vais vous dire pourquoi. La Croix des Assassins, qui se passait au Brésil, Marcas rencontre une certaine Aurélia. Il se trouve qu'à l'époque, j'ai rencontré ma femme actuelle qui s'appelle Aurélie. Je suis tombé amoureux. Et donc, évidemment, je l'ai mise dans le bouquin, Marcas tombe amoureux d'une Aurélia. Et lui, il voyait les chapitres arriver, il me dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Aurélia? Tu es en train de me fourguer ta femme, qu'est-ce qui se passe? Et donc, évidemment, à la fin, il me dit, écoute, il a inventé une règle à l'époque. Ah, cette année, c'est moi qui décide du sort de la femme de Marcas. Je ne connaissais pas cette règle, mais il me l'a inventée comme ça. Bon, je dis, bon, d'accord, notre amitié ne va pas être brisée sur l'autel de la féminité. Je lui dis, vas-y, mais en fait, ne la tue pas, parce que bon, c'est quand même... Il dit, ouais, d'accord. Et puis à la fin, arrive, il me dit, bon, écoute, là, elle est dans le coma. Voilà. Genre, grand seigneur, Jacques Raven... Je n'ai pas encore tranché dans le coma. Bon, je dis j'espère. Et on prépare le suivant. Et la première scène qui me demande, bon, alors écoute Eric, voilà comment on va commencer. Il va se recueillir sur la tombe de sa femme Aurélia parce qu'elle est morte. Voilà.
Donc non seulement il les tue, mais il est sadique. Le problème avec les profanes, c'est leur capacité à réécrire l'histoire. Mais bon, ce qui n'est pas du tout le cas des francs-maçons, comme tout le monde le sait. Bon, le problème quand vous écrivez un thriller, c'est que effectivement, à un certain moment, il faut se débarrasser des personnages. Bon, le meilleur moyen, il est très simple. Celui qui ne mange pas de pain, c'est de les tuer. Donc, chaque fois qu'il rencontrait une nouvelle personnalité féminine, on tuait progressivement. Bon, ça a commencé à coincer quand effectivement il s'est marié, enfin remarié plutôt. Là, j'ai bien senti qu'il y avait une légère difficulté. Mais ce qui est marrant, c'est que lui m'en veut, mais ça fait beaucoup rire sa femme, en revanche, qui a sa propre pierre tombale vivante. On est quand même relativement ravis, et gratuit en plus. Bon, non, c'est très difficile dans un personnage récurrent d'avoir à ses côtés un compagnon ou une compagne récurrente. Parce que le personnage est évolutif au fur et à mesure des aventures. Il se durcit, c'est vrai, vous avez raison. Il se densifie aussi par moments, il s'affaiblit. Et par là même, le personnage féminin qui est à côté de lui, lui ne change pas. Donc, à chaque aventure, un degré supérieur, comme on monte les grades en franc-maçonnerie. Et par là même, la nécessité aussi d'avoir d'autres personnes à côté. Bon, là, on a essayé de lui faire rencontrer une sœur, en se disant que peut-être il s'adapterait. Ça n'a pas l'air. Moi, ce qu'on peut vous dire simplement, c'est que aujourd'hui, Antoine Marcas, c'est un personnage à part entière. Je vais expliquer ce qui se passait. Aux 3 premiers bouquins, quand le lecteur venait, il disait « Oh, vos bouquins sur la franc-maçonnerie, le polar maçonnique, waouh, quelle créativité !» Plafond. Puis après, à partir du 4e, 5e, 6e, Giacometti, Raven, quels écrivains, sur plafond. Maintenant, quand les gens viennent, vous croyez qu'ils nous parlent de nous? Nos bouquins, Antoine Marcas, c'est fini. On n'existe plus. Il n'y en a plus que pour lui. La meilleure preuve, c'est que vous ne demandez pas comment on va, vous demandez comment il va. Je me sens à peine vexé, mais à part ça, tout va bien. Bien la peine de revenir à Toulouse, franchement. Bon, alors, il va bien. Il a toujours une tête de cabochon, je suis désolé. Il a toujours autant de problèmes avec les femmes. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Et ce n'est pas du tout la fin de Marcas à la fin du Temple Noir. Il en est déjà à 250 pages et il sortira le 9 juin. Donc le 9 juin, voilà, date à retenir. Nous avions... Donc nous avions une question au premier rang. Voilà, monsieur, voilà. Merci. Pardon si la question est un petit peu indiscrète. Elle s'adresse à Éric Giacometti. Vous êtes un des profanes qui parle le mieux de maçonnerie, à mes yeux. Maintenant, peut-être ne suis-je pas aussi érudit que ça en la matière. Compte tenu de votre complicité, j'ai beaucoup de mal à imaginer que Jacques Raven n'ait pas eu à un moment donné l'idée de vous voir comme tel. Pourquoi n'êtes-vous pas maçon? Jacques va vous répondre parce qu'on n'a pas voulu de moi. Non. Plus sérieusement, je crois que ce qui fait la force de Marcas, c'est qu'on est... Moi, je peux me permettre d'être critique aussi sur la maçonnerie. C'est-à-dire que quand on lit peut-être nos ouvrages par rapport à d'autres polars avec un héros franc-maçon et tout, il y a une sorte de... Voilà, c'est très manichéen parfois. Alors que moi, j'ai quand même une vision, j'ai enquêté sur les dérives de la franc-maçonnerie sur la Côte d'Azur, d'une certaine obédience, du temps de les affaires du juge Renard et compagnie. Donc j'ai quand même vu rencontrer des maçons qui étaient un peu fripons sur les bords. Et je pense que ma vision de la maçonnerie, elle est nuancée. Et on essaye de la faire partager dans le... Et c'est ce qui rend d'autant plus crédible le Marcas et son univers. Dans le Rituel de l'ombre, les 2 premiers personnages, vous aviez Marcas et Jadzewski qui balançaient au fur et à mesure de l'ouvrage tout ce que peuvent penser certains profanes sur la maçonnerie, copinage, corruption, etc. etc. Donc moi j'ai une liberté de parole et c'est bien de la garder. Si j'étais maçon, je n'aurais peut-être pas forcément ce regard critique. Ça, c'est pour la partie, on va dire, négative. Mais il y a une partie encore plus positive. C'est-à-dire que quand je vais... Je me débrouille toujours pour aller visiter les temples quand je me balade quelque part, parce que maintenant, avec Marcas, c'est vrai que je suis un profane qui est plutôt apprécié par certains maçons.
Et quand je rentre, mais franchement, je suis sérieux, hein, quand je rentre dans un temple, je suis émerveillé. J'ai l'émerveillement du profane. Pour moi, c'est un temple. Il y a vraiment une dimension sacrée. C'est pas anodin quand je vois ces symboles, quand je vois Jacquin, Boas, quand je vois l'œil, quand je vois la disposition, le pavé mosaïque, tout ça. Il y a cet émerveillement parce que je sais qu'à un moment donné, les portes du temple vont se refermer devant moi et je n'aurai pas accès à quelque chose, ce dont Jacques parlait en disant on peut lire tous les bouquins qu'on veut en maçonnerie, si on n'a pas été initié, on ne sait pas ce que c'est être un maçon. Lui, il le sait, moi pas. En revanche, j'apporte aussi dans les marcas cette part d'émerveillement sur la maçonnerie, c'est-à-dire qu'il y a une fascination du symbole, il y a une fascination de certains rites, et parfois c'est moi-même qui demande à Jacques, écoute là, sur cette description, tu le fais pour toi, c'est quelque chose de tout à fait convenu parce que tu vas en loge tous les 15 jours. Mais pour moi, non. Pour moi, en tant que profane, j'ai besoin d'aller un peu plus loin. Et ça fait partie aussi de ce qui fait, je pense, la force des marcas, c'est-à-dire de garder cet émerveillement d'enfant. Quand on écrit, tu disais qu'on avait 10 ans et demi, oui, on peut avoir ça, cet émerveillement. Il ne faut pas que je le perde, ça. Parce que je connais combien de maçons, mais sincèrement, que je rencontre et qui ont même plus d'émerveillement. Ils vont dans le temple, mais c'est comme s'ils allaient au bureau parfois pour certains. J'ai de très bons amis maçons. Je ne sais même pas pourquoi ils sont toujours en maçonnerie. Ils sont même plus dans ce qui fait quand même la force, la beauté de vos rites, parce que vous avez quelque chose de fantastique. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour peut-être que je rentrerai en maçonnerie, parce qu'évidemment ça me fascine. Pour le moment, c'est un peu tôt. Et puis aussi, je vais vous dire, j'ai toujours une part quand même un peu d'ironie quand je vois vos querelles d'obédience et vos querelles à l'intérieur des obédiences et à l'intérieur des loges. Et il y a une part quand même que je ne comprends toujours pas. Pourquoi, alors que vous avez quand même des valeurs qui sont extraordinaires, ce que disait monsieur, ces valeurs-là, elles sont universelles. Vous avez quand même une institution qui a su résister à tous les totalitarismes, à toutes les tentatives de manipulation. Vous êtes devenu un des piliers quand même de la République. Et à travers tout ça, vous êtes à la base de lois extraordinaires, il faut le dire, et quand même, vous vous comportez parfois comme des gamins, et ça au plus haut niveau. Vous savez, j'ai eu affaire à des grands maîtres en tant que journaliste. J'ai eu affaire à des gens qui avaient 20 ans de plus que moi, et pour des histoires de pouvoir, parce que ce sont des histoires de pouvoir, vous vous comportez comme des gamins. Et des fois, je rencontre des maçons qui ne font jamais parler d'eux, que vous ne verrez jamais sur les plateaux télé, que vous n'entendrez jamais, qui n'ont pas écrit de livres, qui n'en écriront probablement jamais. Et je peux vous dire, j'ai passé des soirées extraordinaires avec ces gens-là, ces illustres inconnus. Pourquoi je dis illustres inconnus ? Parce que illustre fait référence à une notion un peu symbolique sur le fait d'être illustre. Et ces gens-là, là, je comprends ce que ça veut dire être maçon, parce que ça leur apporte quelque chose. Ils sont ni prosélytes ni illuminés, mais ils parlent de maçonnerie, on sent que c'est sincère et authentique. Et c'est pour ça que je fais mon cheminement grâce à Jacques. Je suis aux lisières, je suis au port du temple, je rencontre des maçons, et peut-être qu'un jour je me dis, un jour je tomberai peut-être sur la loge qui me convient. Mais ce n'est pas forcément celles qui ont pignon sur rue. Je pense qu'il est vraiment important qu'il y ait un regard de profane sur la maçonnerie. Si nous voulons justement que certains mythes et fantasmes s'écroulent et ne retombent pas sur la tête en s'écroulant, il faut aussi avoir le courage de la lucidité. Et le courage de la lucidité, il passe parfois par l'ironie et par la critique. Je pense qu'un peu de sociologie de la franc-maçonnerie ne nous ferait pas de mal. C'est ce qu'on essaye de faire avec Eric, ce que je fais un petit peu dans Franc-Maçonnerie Magazine. Hélène, sa rédactrice, est là, avec Jean Acacio. C'est aussi de savoir se moquer de soi-même. Ce n'est pas parce qu'on a reçu la lumière qu'on est un soleil. Je pense que ça, il va bien falloir le comprendre. Et moi, j'ai des difficultés à avoir une narration critique sur les frères. Alors, comment on fait ? Comme je voyage beaucoup, dans tous les sens du terme, quand je vais dans certaines loges, particulièrement aux agapes, je trouve ce que j'appellerais des frères typiques. Mais très difficile d'écrire sur eux ensuite, parce que moi je les regarde avec le regard de la fraternité, et leurs défauts me paraissent, pour contrephrasé Nietzsche, humain si humain. Mais je le raconte à Eric. Et je laisse à Eric le soin, après, de donner cette petite couleur critique. Mais quand on a créé, par exemple, et Eric s'y est beaucoup amusé, le portrait du frère alimentaire, je peux vous garantir que j'en ai croisé dans les agapes pas mal, qui vous disent « Ouh,
tu es Jacques Ravenne, voici ma carte. Je fais des jacuzzis. Ah. Tu as besoin d'un jacuzzi. Ah. Tu vas donc me prendre un jacuzzi. Ah. Et combien il fait ton jacuzzi en mètres carrés? Je fais du super jacuzzi. 25 mètres carrés le jacuzzi. Je pense que dans mon appartement parisien, ça ne va pas rentrer. Pas grave, mets-le sur le balcon. Bon, eh ben, ça existe. Je pense qu'il faut savoir s'en moquer nous-mêmes. Parce que si nous sommes capables de nous en moquer nous-mêmes, ça évitera à d'autres, non pas de s'en moquer, mais de nous faire retomber dessus. Mon apport dans ce portrait, c'était simplement que le frère, je l'ai appelé, toi tu l'appelles frère alimentaire, vous savez ce que c'est alimentaire. Je pensais que pour le profane, c'était pas suffisant, alors je l'appelais le frère casse-burne, parce que là, ça parlait aux profanes. Et si vous voulez, j'en ai rencontré aussi des frères casse-burne, parce que certains sont persuadés que j'en suis. Donc du coup, ils me font la poignée de main baby-foot, et ils sont persuadés. J'en ai écouté, je suis désolé, j'en suis pas. Et donc effectivement, Jacques me narre certains portraits. Mais j'ai toujours des interrogations, vous savez, je ne comprends toujours pas, mais c'est peut-être naïf, ou de la fausse naïveté. Pourquoi, avec la richesse que vous avez, le travail que vous faites en loge, toutes ces planches, parce que j'en ai vu passer en tant que profane, ça n'apparaît jamais. Ça n'apparaît jamais dans les médias, parce que les médias n'y s'y intéressent pas. Mais vos responsables non plus. Moi, j'en ai rencontré en tant que journaliste. Quand je suis tombé sur certains de vos responsables, qui étaient des gens au demeurant, d'un point de vue éthique, absolument admirables, mais souvent, ils parlaient d'eux-mêmes et pas de l'obédience. Et pour moi, je ne comprends pas, si on suit à la lettre l'enseignement maçonnique, si on suit à la lettre l'initiation, à un moment donné, on taille sa pierre, on est censé tailler sa pierre, et à un moment donné, on est censé se mettre en retrait par rapport au groupe, par rapport à l'égrégore, ou alors j'ai rien compris. Et curieusement, vous élisez à chaque fois des gens dont l'ego est proportionnel à votre richesse culturelle. À un moment donné, je ne comprends pas. Du coup, c'est pour ça que j'ai un petit esprit quand même ironique. Mais c'est gentil, c'est sympathique. Dominique Delpirou, un mot sur cette cohabitation entre l'écrivain et puis l'écrivain franc-maçon. Ou le journaliste. Non, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il est peut-être pas nécessaire que dans les médias, il y ait l'opinion du Grand Orient sur telle chose, ou de façon, j'allais dire, ex cathedra et de façon très didactique. On n'est pas là forcément pour délivrer des fatwas, des pensums, des appréciations sur le monde. En revanche, je pense qu'effectivement, le but de la maçonnerie, c'est de perfectionner tous les individus qui sont à l'intérieur. Et que ce sont ces individus qui, dans leur quotidien, dans leur pratique, dans leur vie quotidienne et dans leur action à l'extérieur du temple, vont changer la société. Je crois que c'est un petit peu ça le but de la manœuvre. Alors l'écrivain que je suis, eh bien, il essaye de mettre dans son bouquin des réflexions, des valeurs, des idées qu'il a entendues en loge. Il essaye de faire passer, comme on dit, les vérités qu'ils ont acquises à l'extérieur. Voilà, c'est un petit peu ça, moi, que j'essaie de faire. Je pense que on dit beaucoup de choses en maçonnerie. Moi, je dis maçonnerie, c'est un petit peu comme la douche le matin, les tenues maçonniques. C'est-à-dire, on n'a pas forcément envie d'y aller, mais quand on est dedans, ça fait du bien. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je pense qu'une fois qu'on est dans une tenue, dans 80% des cas, alors c'est pas toujours extraordinaire ce qui s'y dit, mais dans 80% des cas, il va y avoir un petit jaillissement, il va y avoir une lumière, il va y avoir quelqu'un, on va dire, oh, ça c'est quand même vachement bien ce qu'il vient de dire celui-là, quoi. Et donc petit à petit, on se nourrit de tout ça, on se nourrit de plein de petites bougies, de petits éclairs, de petites flammes, d'idées qui font qu'on avance, qu'on se sent plus éclairé, qu'on se sent mieux, qu'on se dit quand même c'est bien tout ça, c'est intelligent, ça me rend un peu moins bête, ça m'éclaire sur le monde. Et ces choses-là, ensuite, dans la vie quotidienne, dans la vie, enfin, et dans mes livres, effectivement, j'essaie de faire passer ces petites flammes que j'ai pu saisir, mais sans mettre en scène un commissaire franc-maçon. Mais c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à lire vos livres, et que c'est un vrai régal, et que c'est vrai que c'est bien torché, que c'est bien écrit, et que ça fait envie. Voilà. Merci. Un point juste, il n'y aura jamais dans les marcasses que vous voyez dans la presse.
C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais les histoires des querelles entre un grand maître et ses adjoints, entre les trucs comme ça. J'ai horreur de ça. Ça ne m'intéresse pas. Parce que vous savez, on nous contacte, parfois on nous donne des anecdotes sur des prises de pouvoir, les histoires avec les canaris. Vous savez ce que c'est, les canaris? Toutes ces histoires-là, et sincèrement, ça ne me passionne pas. Et tant que je serai vivant, on n'en parlera pas. Et encore moins des histoires de corruption, supposées réelles ou pas, parce que c'est pas du tout ce vers quoi doit tendre Marcasse. Marcasse, il doit faire comprendre certaines choses en maçonnerie, mais pas aller sur ce terrain-là. Les médias le font, c'est leur problème. Et Jacques aussi, je pense que tu es d'accord, sinon ça va mal se passer, non? Voilà, Jacques, pour un petit mot de conclusion. Non, je pense qu'il y a quand même quelques mots qui sont revenus assez souvent, comme complot, conspiration, qui sont des mots à la mode un petit peu. Et je voudrais terminer par une anecdote, mais qui se situe toujours d'ailleurs dans une signature de livre. Un jour, une dame est venue et pour faire signer un livre, un grand classique, et quand elle s'est approchée, elle m'a dit qu'elle habitait devant l'entrée d'une loge maçonnique. À quoi je lui ai répondu qu'elle avait un bon voisinage, et à quoi elle m'a expliqué ce qu'elle voyait 2 fois par semaine. Elle m'a dit, écoutez, je vois vos frères arriver dans de belles voitures. Ça a commencé comme ça. Donc je dis, vous savez, moi je suis maçon de province, on a peut-être des ruelles médiévales, les Ferrari, pour ne pas les rayer, on les laisse plutôt, quand on va loge au garage, on vient à pied. Non, je vous assure, voilà. Alors je les ai vus rentrer, vos frères, oui, 2 fois par semaine. Je dis, oui, c'est le tarif syndical, pas de problème. Oui, je les voyais rentrer. Là. Vous savez ce que je faisais, monsieur Ravenne, quand il rentrait? Non, madame, j'ignore. Mais écoutez, je les comptais. Ah. Je dis, bon, et alors? Vous savez ce que je faisais quand il sortait? Je les comptais aussi. Alors là, le gag, si vous préférez, je l'ai vu arriver de loin. Le gag, il a 2 siècles. Il commence à sentir un peu. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Et il en manque toujours un. Ok. Parfait. On est reparti. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit vous traitez ça par la haute sagesse maçonnique que vous avez acquis dans les hauts grades au 33e degré, et vous regardez ça très haut. Soit vous dites, bon là maintenant il faut arrêter. Il faut en finir avec ce genre de tortue, de dragon, je ne sais quoi. Alors j'ai dit, écoutez madame, soyons clairs, une loge maçonnique, ça fait à peu près une 40aine de membres, en comptant les scissions. On se réunit 2 fois par semaine. Allez, vous multipliez par 10 mois, parce que les francs-maçons, certes, gouvernent le monde, mais prennent aussi des vacances. Ça nous fait donc un minimum de 40 tenues, enfin de 20 tenues par an. Si on en tue un chaque fois, en 2 ans, il n'y a plus de loge. Et j'étais très fier de moi. Et cette dame m'a regardé avec un air ébahi. J'étais au comble de la joie en me disant, ça y est, j'ai convaincu un infidèle, un hérétique. Elle m'a dit, oui, mais vous recrutez beaucoup. Merci Jacques Ravenne pour cette belle conclusion. Merci de votre attention à toutes et à tous. Donc, je vous invite maintenant à retrouver Éric Giacometti et Jacques Ravenne pour des dédicaces et donc vraiment toute leur longue production littéraire. Retrouvez aussi Dominique Delpirou pour son dernier livre Les Doigts du Diable. Merci à tous pour ce moment passé ensemble.